juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va échanger avec un petit jeune qui commence à bien progresser dans le triathlon. Je vais le laisser se présenter. Vous l'aurez remarqué, je suis tout seul aujourd'hui parce que, comme pour le dernier épisode, eh bien mon compère Olivier est trop occupé par ailleurs, mais il va revenir, c'est promis. En tout cas, je suis très heureux de recevoir mon invité du jour, Maxence May. Salut Maxence. Salut, comment ça va ? Très bien, et toi ? Impec, super bien, très bien, très heureux d'être là, très content. Bon, t'as vu, heureusement qu'on a répété un petit peu en off. Je t'ai pas appelé Maxime cette fois-ci, mais je pense que ce sera plus simple. On va garder ton prénom et ton nom, voire des fois, si j'hésite, je m'arrêterai à Max. Ça va ? Ouais, c'est très bien, ça me convient, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, nickel. De toute façon, j'imagine que sur les courses, quand tes supporters viennent t'encourager, on t'appelle Max, non ? Ouais, pas tout le temps, même Max, c'est Maxou à la limite, mais Max c'est plus rapide, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, Maxou, c'est peut-être plus pour les intimes. Ouais, c'est peut-être plus pour les intimes. Écoute, je vais pas t'infliger ça tout de suite, il va falloir qu'on apprenne à se connaître d'abord. Écoute Maxence, ce que je te propose, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Maxence May ? Eh bien, Maxence May, j'ai 22 ans. Je suis au club de Nissa Triathlon, donc Nissa c'est la ville de Nice. Voilà, j'ai débuté le triathlon il y a 4 ans, donc c'est encore un peu tout frais, mais bon, tant mieux d'ailleurs. Avant de débuter dans le triathlon, j'ai fait de la natation pendant très très longtemps à niveau national. J'ai fait des finales au championnat de France. Et puis voilà, je suis originaire du Beaujolais, bien de nos temps actuels là ce week-end en tout cas pour le coup. Et j'ai fait quasiment 2 ans à Embrun à l'entraînement avec Romain Guillaume, mais actuellement je vis donc là je suis actuellement chez mes parents dans le Beaujolais et je suis bourguignon de base à Chalon-sur-Saône. Voilà. Waouh, donc t'as quand même pas mal vadrouillé en France. Alors attends, je t'arrête tout de suite. Quand tu dis que t'as fait de la natation pendant très longtemps, s'il te plaît, tu n'as que 22 ans. Tu n'as pas fait de la natation pendant très longtemps. À ton échelle, ça représente une bonne partie de ta vie, très certainement. Et encore, tu nous as pas dit quand est-ce que tu as commencé. Mais voilà, la majorité des triathlètes, ce sont des gens d'un certain âge, d'une certaine sagesse, on va dire. C'est vrai. On peut le dire. Bon, t'as l'âge de ma fille, donc plus sérieusement, donc tu nous dis que t'as commencé par la natation, t'en as fait pendant très longtemps. Ça veut dire quoi, très longtemps ? T'as commencé à quel âge ? La natation en elle-même, j'ai dû commencer à 7 ans, 8 ans. Ouais, les 7 ans. J'ai fait 2 ans de foot avant, mais j'étais trop mauvais et j'ai vite bifurqué vers la natation. En quoi tu trouves que t'étais trop mauvais en foot et qu'est-ce qui t'a fait bifurquer vers la natation ? C'est pas un move qui est habituel ? Ouais, c'est vrai. En fait, où j'habitais avant, en Bourgogne, on habitait dans une petite campagne et tous les copains et copines, en partie du coup les garçons, les copains, on habitait tous au même endroit. Donc on avait un bon groupe de petits loups et il y en a un qui a commencé le foot et tout le monde a fait du foot en fait, tout bêtement. Et donc ça a commencé par là, mais j'ai vite vu que j'avais des lacunes. On va dire avec mes pieds, avec mes bras, enfin tout ce qu'on veut, et j'ai fait plus ça parce que j'allais voir les copains et puis sans réel but, alors que après la natation il y avait un but en lui-même, donc c'était cool. 2 sports totalement différents, quoique je remarque que j'ai quelques copains qui viennent du foot qui se sont mis au triathlon après, ou même simplement à la course à pied, qui ont quand même pas mal d'aptitudes, justement glanées par quelques années de pratique de foot, où mine de rien, le foot quand c'est pratiqué sérieusement, ça reste un très très bon entraînement, un très bon sport pour tout ce qui est intensité. Finalement, les footeux font beaucoup de fractionnés tout au long de leurs entraînements.
Ouais, c'est sûr. Donc tu nous disais que tu as commencé le sport par la natation. Non, tu as commencé par le football et puis après tu as switché vers la natation parce qu'effectivement tu te sentais mieux, plus à l'aise, tu te fixais des objectifs. La natation donc de quoi 5 à 18 ans si j'ai bien compris. Ouais, on va dire de aller 7 ans à 18, 19 ans, j'étais un peu en transition natation, triathlon, entre les deux, on va dire. Je faisais les deux, mais j'étais encore plus sur la natation encore. On dit souvent que le triathlon se gagne pas avec la natation, mais par contre ça peut se perdre. Toi, c'est pas ton cas. J'imagine que tu sors toujours très très bien de l'eau. Qu'est-ce qui t'a amené justement à transitionner de la natation au triathlon? Qu'est-ce qui t'a attiré plus dans ce sport? Déjà déjà le triathlon, mon papa en a fait pendant des années. J'ai un peu baigné dedans depuis que je suis tout petit, donc voilà. Ça m'a déjà mis depuis très jeune les pieds dedans. Et en fait, j'étais arrivé à, entre guillemets, à un certain niveau en natation, ou peut-être aussi, j'étais arrivé au bout de mes capacités, ce qui fait que je voyais plus de marge de progression. Donc, j'ai un peu bifurqué après vers le triathlon. Enfin, ça va faciliter la chose du fait d'aller vers le triathlon. Et tout de suite, rapidement en tout cas, j'ai voulu faire du triathlon longue distance, sauf que forcément, comme tout le monde à 19 ans, on va pas se dire je vais faire un 73 ou plus. On commence toujours par se former, on va dire, avec des S, des M, etc. Et en toute humilité, j'ai rapidement pour progresser, on va dire. Après, voilà, comme on dit, je pars pas de rien en natation, donc forcément, ça fait des courses sur des S qui sont déjà des courses très courtes. Ce qui fait que déjà sortir très bien de l'eau en natation, ça met dans un bon mood et puis souvent ça se clôture par une bonne performance. Donc c'est d'autant plus facile, on va dire, pour aller vers le triathlon, quoi. Ouais, forcément. Effectivement, quand on commence par faire des belles sorties d'eau et éventuellement des belles performances, ça aide à transitionner. Toi, justement, t'as commencé progressivement. Tu commences sur quoi? Sur du super sprint, sur du sprint? Parce que à 18 ans, tu as déjà la caisse, normalement, pour aller sur du plus long, non? Ouais, alors j'ai commencé vraiment par du XS même. Mon premier triathlon, c'était un XS à 18 ans. Parce qu'en fait, je me suis aperçu que oui, sortir de l'eau devant, c'était bien. C'était très bien d'ailleurs, mais en fait, je partais de zéro en vélo et en en course à pied. Et donc du coup, j'ai privilégié ça parce que même sur du XS, ça me paraissait interminable la fin en course à pied. Et après S, oui, forcément, mais la caisse, on va dire qu'on l'a grâce à la natation, mais vraiment que sur cette discipline. Après, faire le switch sur les trois. En tout cas, en plus, avec le vélo et la course à pied, c'était quand même vraiment difficile et je me voyais pas faire plus à partir de 18 ans. Parce que pour moi, encore un S à cet âge-là, c'était bien assez long la fin en course à pied. Bon, malgré tout, 4 ans après, tu as évolué, tu es passé sur des distances plus longues. Comment s'est fait justement cette montée en puissance d'un triathlon S à du plus long? En fait, ça s'est fait quand même vraiment progressivement parce qu'entre-temps, il y a quand même eu la Covid. Donc ça a pris pas mal de temps, mais ça s'est fait quand même naturellement parce que c'est vrai, c'était vraiment ce qui m'attirait, le longue distance. Actuellement sur la distance 70.3, mais ça s'est fait vraiment naturellement. Et post-Covid, enfin, on était en confinement, donc c'était pas facile, mais je me projetais déjà sur du plus long. Et je crois que encore l'année 2020, il y a eu quelques triathlons et j'ai dû faire encore des S. Année 2021, j'ai fait tout de suite des M. Et 2022, j'ai fait mon premier 73 à Aix-en-Provence. Puis après, j'ai continué naturellement sur cette distance, plein d'ambition, si je peux dire ça comme ça. Plein de 73, plein d'ambition. Vas-y, fais-nous un petit peu rêver. Où est-ce que tu as été aligné et puis quels ont été tes résultats? Quel est ton palmarès? Déjà pour mon premier 70.3, donc c'était l'année dernière, en 2022 à Aix-en-Provence. Je dois faire 25e pro amateur confondu.
Et puis je gagne dans ma catégorie d'âge en 18-24 ans, donc c'était quand même cool pour une première course sur cette distance. Et je me qualifie du coup au championnat du monde. Forcément, ça aussi, ça motive à rester sur la distance et à continuer et à vouloir progresser encore plus, non? Ouais, c'est sûr, c'est indirectement, tu te dis ouais, faut que je reste sur cette distance. Et puis personnellement, moi je ressens un accomplissement après chaque 70.3, après chaque triathlon longue distance plutôt même que sur un S. Donc forcément, oui, ça facilite le fait de rester sur cette distance. Donc voilà. Et oui, donc après cette course à Aix-en-Provence, je me suis qualifié, donc qui était une très bonne course pour moi, tant en performance qu'en classement. Je me suis qualifié au championnat du monde 70.3 à Saint-Georges l'année dernière aux États-Unis. Je finis 11e dans ma catégorie d'âge et 50 et quelquième, je sais plus exactement, pro amateur confondu, overall, donc c'était quand même aussi une bonne performance. J'en étais vraiment content de cette première saison. Et puis cette année, bon, je vais pas faire toutes les courses, mais cette année, j'ai terminé ma saison par une victoire sur l'Ironman 110.3 d'Aix-en-Provence, et là, il y a 3 semaines. Et là, ouais, c'était vraiment un chouette aboutissement, on va dire. Très chouette. Attends, j'ai dit Aix-en-Provence, je me suis trompé. Ouais, donc là tu gagnes. Est-ce que tu as déjà entendu le petit toc-toc de l'équipe Ironman qui est venu à ta porte pour te dire écoute, Maxence, t'es sympa, là, tu t'éclates en catégorie d'âge, mais il faudra peut-être penser à passer pro? J'ai pas reçu, en fait, on reçoit pas de mail. Oui, j'ai reçu des mails par contre à Ironman à la fin de la course, de félicitations, etc. Mais après, tout ce qui est licence pro, etc., c'est des demandes. J'ai eu des demandes pour être AWA Gold. Alors pour les connaisseurs Ironman, je pense que les gens pourront se référencer. Mais après, tout ce qui est licence pro, alors le triathlète doit demander à sa fédération française avec des critères la fédération française de triathlon, avec des critères bien prédéfinis. Une fois que la fédé accepte, on doit envoyer notre licence pro à Ironman, et après, donc on est licence pro tant chez Ironman, donc sur le label Ironman et le label Challenge, et sur les courses françaises longue distance. Donc j'ai pas reçu de mail Ironman, mais je compte bien faire la demande là, en tout cas incessamment sous peu, de licence pro. Non, je te demandais ça parce que sur le podcast on a déjà reçu certaines personnes, et je pense notamment à Sébastien Muller qui nous avait dit que au bout d'un moment Ironman est quand même venu le voir à force de gagner des courses en groupe d'âge, et on lui a dit écoute, là t'es gentil, mais c'est bien, hein, tu t'éclates en groupe d'âge, mais ce serait peut-être sympa quand même que tu prennes une licence pro et que tu viennes t'affronter avec les meilleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai reçu des mails pour les membres. Alors, il y a des membres AWA Silver, AWA Gold, et souvent les AWA Gold, alors c'est les professionnels et les AWA, les amateurs qui font énormément de courses et qui performent bien aussi. Donc, peut-être ça peut être un mail comme ça, oui, effectivement. Bon, du coup, on est rentré directement dans le vif du sujet, de l'actualité. J'aimerais quand même bien revenir avec toi sur ton passé, sur tes premiers pas de sportif. Donc, tu nous as dit que tu as commencé avec 2 ans de foot, qu'ensuite tu as fait beaucoup de natation jusqu'à un niveau national. Comment est-ce que on grandit en étant enfant sportif jusqu'à toucher à un niveau national à 18 ans en natation? En fait, c'est depuis rapidement en fait en natation. J'ai de la chance, c'est que les performances ont rapidement parlé, et après même depuis jeune en fait, je me rends compte que c'est un mode de vie tant à la maison avec mes parents, tant scolaire, et avec mon club, parce que en fait forcément quand t'as 12 ans, et ben tu performes déjà au niveau national. Il y a vite une structure, il y a la structure, on va dire, en natation. Il y a beaucoup de grandes structures, et avec le lycée, avec le collège, des aménagements, et en fait ça va jusqu'à là, et puis en fait c'est un mode de vie depuis jeune qui se met en route et qui perdure du coup encore. Et c'est beaucoup d'accompagnement avec les éducateurs, les entraîneurs, un accompagnement avec les parents, et aussi un accompagnement scolaire
faut pas négliger, quoi, quand même. Est-ce que toi, justement, tu as été chercher des dispositifs tels que sport-études à partir du collège, ou est-ce que tu es resté dans une scolarité classique et puis tu pratiquais ton sport en plus, en dehors des cours? Non, tout de suite, là, on est à proximité de Lyon, à Belleville-sur-Saône, et il y a tout de suite eu une grosse structure très bonne structure pour les nageurs. Et donc ça s'est fait tout de suite lycée. Il y avait forcément une convention avec le club de natation et le collège et le lycée. Et tout de suite, on a eu des aménagements pour aller nager entre midi et 2, le matin à 6h du matin, pour après aller à l'école à 9h, finir par exemple après à 16h et aller faire 16h15, 18h15. Et ça depuis depuis des années, ouais. Donc on a tout de suite eu cette structure et c'est quand même un gros avantage. Ouais, comme tu disais, c'est aussi une question d'hygiène de vie. Et si tu es, entre guillemets, dans le moule, formaté depuis le plus jeune âge à t'entraîner et sérieusement et beaucoup chaque jour, après le switch vers un autre sport tel que le triathlon, qu'on qualifie souvent de très chronophage, ça te permet aussi de rester dans une certaine dynamique, non? Ouais, c'est vrai. C'est carrément ça. En fait, déjà, la natation, c'est un sport qui demande. C'est pas parce que j'en ai fait, mais ça demande une rigueur tellement extrême. Enfin, on va le dire, c'est pas un sport très très ludique, c'est un sport dur et on peut pas se permettre de rater un seul entraînement. Tu me diras comme dans le triathlon. Mais la natation, ça demande une rigueur, faut avoir beaucoup de persévérance. Et en fait, cette rigueur que je pense avoir eu dans la natation, j'essaie de la retransmettre dans le triathlon et je pense qu'au final, ça en devient presque une force et du coup, on se rend pas forcément compte tous nos automatismes, enfin les automatismes que j'avais en natation, je les transmets en triathlon, enfin dans le triathlon et ça vient tout naturellement. Donc c'est vrai que c'est quand même c'est sympa. Alors tu me disais tout à l'heure que tu as décidé de switcher de la natation vers le triathlon, ou du moins dans un premier temps d'aller découvrir aussi ce qui se faisait dans le triathlon, et puis après de te consacrer à 100% au triathlon parce que tu avais notamment l'impression en natation d'avoir atteint un certain plafond de verre. Si tu avais voulu progresser plus, aller à plus haut niveau encore, aller au-delà du niveau national, peut-être chatouiller un niveau européen ou un niveau mondial, ça aurait demandé beaucoup plus d'implication, beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de sacrifices, ou c'était juste quelque chose qui, à ton avis, à ce moment-là, pour toi, te semblait inatteignable? Je pense que niveau sacrifice, je pense qu'on était à un volume horaire déjà d'entraînement qui était maximum, peu importe si j'allais dans un autre club. Alors, on aurait peut-être été un autre, ou plus ou moins le même volume horaire, ça aurait pas changé, mais une structure différente avec une nouvelle approche de l'entraînement, etc. Donc c'est pas pour plus performer, je pense aussi, c'était aussi mental. Je pense que j'en pouvais plus à la fin de la natation, j'acceptais plus de plus me voir progresser, donc c'est assez frustrant pour un nageur, enfin pour un sportif déjà en règle générale. Et j'étais arrivé, sincèrement, je pense que j'étais arrivé au bout peut-être au bout de mes capacités, ça je pourrais jamais le savoir, mais au bout de moi nerveusement. Et donc du coup, je pense qu'arriver à ce niveau-là, faut savoir se faire une raison et puis se dire bon. Peut-être passer à autre chose, et le triathlon est arrivé par là, donc heureusement que le triathlon en fait était là quoi déjà. Bon alors du coup, sur le triathlon, maintenant, est-ce que tu as des ambitions qui sont, on l'aura compris hein, évidemment, mais qui sont au-delà du niveau national? Est-ce que tu as envie d'aller chatouiller les meilleurs? Est-ce que tu as envie de t'intéresser, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus à une licence pro, que ce soit sur le circuit Ironman, sur le circuit Challenge, ou même essayer d'intégrer des pôles espoirs, des pôles France, pour pouvoir intégrer le plus haut niveau, toujours en longue distance? Ouais, en triathlon, j'ai des ambitions entre guillemets vraiment hautes. Enfin, j'en attends beaucoup. Je le cache pas et je l'assume, sans passer pour le jeune prétentieux, mais voilà. Et c'est vrai que entre guillemets, le triathlon longue distance, il est pas beaucoup considéré, si je puis dire ça comme ça, par la fédération française de triathlon, parce que c'est beaucoup basé sur le court distance. Parce que les Jeux Olympiques, le triathlon c'est olympique, mais c'est que le triathlon court distance. Donc tu me disais d'aller chatouiller un peu l'épaule, etc. L'épaule c'est vraiment consacré pour
le court distance, donc ça c'est un peu compliqué, mais par contre on a tellement une belle délégation française sur le triathlon longue distance que mon but là à court terme c'est de partir m'entraîner par exemple Sam Ledlow que je connais bien et Arthur Orso, partir m'entraîner avec eux à l'année, ce serait le but. Donc voilà, donc ce serait plus ça, et forcément ça emmène à un niveau encore supérieur, parce que se confronter au champion du monde se confronter à l'entraînement, mais s'entraîner avec un champion du monde et un garçon qui fait aussi sixième au championnat du monde à Nice, on a juste envie, on s'identifie à eux, donc c'est d'être aussi fort qu'eux, donc élever son niveau vers le haut, et du coup vers le niveau international. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que en triathlon longue distance, du coup, je prends par exemple Ironman. Toutes les courses Ironman, on est toute l'année en confrontation avec des triathlètes professionnels du monde entier. Donc, en fait, ça en devient indirectement une course de niveau international. Donc, on est plus ou moins au niveau international. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Et aussi, il y a pas mal de très très belles courses en France, où parfois on peut faire, par exemple, je pense, le triathlon de Royan cette année, le niveau était tellement dingue que c'était un niveau d'un championnat de France, hein. C'était fou, et donc ouais, faut se nourrir de ces courses là en tout cas. Bon, en tout cas, à Nice, chez Nice Triathlon, il y a quelques belles têtes d'affiche. Je pense à Thomas Navarro, qu'on a déjà eu sur le podcast. En parlant des athlètes qu'on a déjà eu sur le podcast et que tu as cité, il y a Sam, il y a Tom Richard, il y a Arthur Orso aussi. Donc, tu es quand même dans un cadre idéal pour pouvoir continuer à t'entraîner et surtout à progresser. Ouais, c'est sûr. Alors à Nice, c'est sûr qu'il y a de très grands triathlètes, si je peux dire ça, avec Thomas, sa copine Justine aussi, donc, et puis il y a un réel cadre aussi, donc c'est vraiment sympa. On est tous poussés, en tout cas moi ça me pousse, hein. J'ai beau avoir que 22 ans, Arthur et Sam ils sont plus vieux que moi par exemple, mais comme Thomas, mais ça pousse entre guillemets à les battre, ou plutôt j'aimerais un jour avoir leur niveau, et c'est vrai qu'être dans un cadre comme ça, ouais, t'as vraiment envie de performer, donc ouais, c'est vraiment génial, c'est génial. Ouais, et puis en parlant de Nice Triathlon, je fais un petit coucou notamment à Vincent Isaiah qui m'a reçu quand je suis venu faire mon avant-dernière étape de mon défi Agrippa. C'était bien sympa, j'avais croisé quelques membres du club, et puis j'avais croisé aussi Thomas Navarro, et c'était sympa parce que, pour la petite histoire, donc je me suis amusé à traverser la France en courant. Mon avant-dernière étape était à Nice. On a commencé, j'ai été rattrapé par quelques gars du club, notamment Vincent Isaiah, et toute la promenade des Anglais qu'on a prise à chaque fois qu'ils croisaient un coureur, que ce soit quelqu'un qui allait ou quelqu'une qui allait dans le même sens que nous ou à l'opposé, ils les appelaient en disant hey, venez avec nous, il a bientôt fini sa traversée, on va courir tous ensemble, et tu sentais vraiment qu'il y avait une superbe ambiance. Est-ce que toi, justement, cette ambiance-là, tu la sens aussi à l'entraînement quand tu vas rejoindre les copains d'entraînement? Oui, alors c'est vrai que à Nice, il y a vraiment une grosse effervescence. Le club, il est vraiment, déjà le club il est bien vu, c'est un très bon club, il y a des chouettes personnes, et donc ça c'est un avantage. Après c'est vrai que moi je suis pas souvent sur Nice, mais pour le peu que je suis descendu m'entraîner sur Nice, c'était vraiment sympa quoi. À tout niveau, hein. On a beau être pro ou amateur, tout le monde se confond et ça pousse tout le monde vers le haut. Donc et puis la bonne ambiance, c'est surtout qu'il y a une très très bonne ambiance, c'est vraiment génial. Donc puis c'est partagé par tout le monde. Tout le monde est content à la fin de la séance. Bon, bah, ça, c'est ce que tous les clubs et tous les triathlètes recherchent. Tous les sportifs recherchent, en tout cas. Donc, c'est vraiment bien, ouais. C'est clair. Toi, tes objectifs pour la suite, alors évidemment, gagner, on l'aura compris, mais actuellement, tu es en études, tu as un travail, ou tu te consacres à 100% sur le triathlon? En fait, j'étais en licence STAPS, et en fait, j'ai eu vraiment du mal à concilier les deux. Donc depuis un an, j'ai mis entre parenthèses, et j'ai décidé de me lancer dans le triathlon à 100% pour le coup. La chance était vers moi ou pas, du moins je pense, c'est que j'ai vraiment été entouré par les bonnes personnes, ce qui fait que je peux, en tout cas j'essaye de faire au mieux pour progresser dans le triathlon, et ce qui fait que oui, là à l'heure actuelle,
je suis vraiment 100% dans le triathlon. Et ça, c'est tes objectifs que tu veux garder sur le long terme ou tu te donnes 1 an ou 2 pour voir comment ça va évoluer et puis si tu arrives à vivre de ton sport, eh bien continuer? Ouais, c'est ça. En fait, bon, certes, les performances, je performe plutôt bien, c'est sympa, mais bon, entre performer et gagner sa vie, il y a encore un fossé, quoi. Et ce que je disais, c'est que oui, je me laisse encore aller 3 ans. Si ça fonctionne pas, bah ça fonctionne pas. Faut se faire une raison, c'est pas grave. C'est comme ça. Mais ce que je te disais juste avant, c'est que j'ai de la chance, c'est que depuis, on va dire quelques mois, je dirais 2 mois maintenant, je suis entouré vraiment de bonnes personnes. Alors en plus de ma famille hein, et de mes copains, des personnes dans le triathlon, très bien implantées dans le triathlon, avec de bonnes connaissances surtout, qui me permet de pouvoir espérer en vivre. Alors, je dis bien encore espérer parce que j'en attends encore beaucoup de ces personnes, mais qui m'ont en tout cas ouvert les portes à l'accès au haut niveau, certes, et à un accès plus serein dans ma saison 2024 déjà. Donc j'attends de voir, mais en tout cas je me laisse encore 3 ans, et après si ça fonctionne pas, va falloir se tourner vers autre chose, mais voilà quoi. Justement, tu parles des gens qui t'accompagnent, des gens que tu as pu trouver qui t'aident à progresser. Tu es accompagné par qui, j'imagine, un entraîneur, mais un ou plusieurs entraîneurs? Est-ce qu'il y a aussi d'autres spécialités, des kinés, des physios, des prep mentales? Qui est-ce qui constitue la team autour de Maxence May? Bon, déjà, dans un premier temps, je vais me tourner vers un triathlète parce que c'est en fait Romain Guillaume. M'a ouvert déjà les portes, m'a aidé en tout cas pour rentrer au club de Nice à triathlon. Donc déjà voilà, Romain c'est une bonne personne, ça c'est sûr, et je peux que le remercier, et à l'heure actuelle c'est un grand ami. Donc je peux le mettre un peu dans mon équipe si je puis dire ça. Après du coup oui, j'ai mon club, forcément, j'ai mes parents qui jouent une partie immense, et là en fait depuis peu j'ai un agent ou un manager. En fait, le mot agent dans le triathlon, ça existe pas vraiment parce que c'est pas autant professionnalisé que par exemple le tennis. Donc après, on emploie le terme qu'on veut, soit agent, soit manager, qui s'appelle Nicolas Maublanc et qui m'a fait rentrer avec David Lacombe, son associé, dans l'association Triathlon avec 3 A à triathlon. Et en fait, ça cherche à aider les triathlètes professionnels à vivre de leur passion, donc du triathlon, et espérer un avenir plus serein dans la discipline. Donc du coup, ça fait partie aussi de mon équipe, en plus de mon club, de mes parents et de mes amis. Et forcément, Nicolas joue un rôle hyper important aussi là-dedans, parce que c'est lui qui me gère, entre guillemets, et on se fait confiance. Donc ouais, voilà, en tout cas, il y a toute une équipe comme ça autour de moi depuis peu. Et on est plusieurs d'ailleurs aussi dans l'association triathlon. Et voilà quoi. Alors après, ce qui m'intéresse justement, c'est de pouvoir aller chercher les petits détails, les petites infos qui vont pouvoir permettre à notre audience de progresser. Donc toi, tu as cette team-là qui t'aide effectivement à progresser. Tu t'entraînes tout seul? T'es encadré? T'es accompagné? Comment est-ce que tu gères tes entraînements? Alors oui, j'ai un entraîneur, c'est Arthur Orso, qui est triathlète professionnel par la même occasion, qui s'entraîne avec Sam Ledlow au quotidien et qui est entraîné par Ducour et Charles Ledlow. Et en fait, j'ai fait 1 an déjà l'année dernière, 1 an 100% avec Romain Guillaume à Embrun. Et donc on avait créé ce petit groupe avec un autre copain sur Embrun qui est top aussi. Et on avait créé ce petit groupe à 3, c'était génial pour s'entraîner. Et cette année, pendant l'hiver, je me suis retrouvé un peu seul malgré tout, et j'ai décidé un jour j'ai envoyé un message à Arthur que je connais très bien, et je lui ai dit je peux venir avec vous m'entraîner. Et j'ai fait environ 2 semaines dans les Pyrénées avec Sam et Arthur. Et donc là on avait créé ce petit groupe histoire de 2 semaines. C'est plus moi qui est venu m'entraîner là-bas, donc voilà. Et c'est vrai que ça pousse vers le haut, hein. Quand on voit ces gars, ça pousse vers le haut, et s'entraîner avec un groupe, je pense à l'heure actuelle, c'est primordial, hein. Puis d'ailleurs on le voit,
les meilleurs du monde, les Norvégiens ou Vincent Louis, ils ont leur groupe et ils se tirent tous vers le haut. Ça commence à se développer de plus en plus en triathlon et d'ailleurs que ce soit des groupes uniquement masculins ou uniquement féminins ou même des groupes mixtes. On a reçu pas mal de triathlètes ici qui nous expliquaient créer des groupes mixtes, que ce soit tout au long de l'année ou même pour se retrouver sur certains stages. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais, que tu aimerais mettre en place ou pour l'instant t'essayes de basculer entre tes connaissances dans le triathlon à haut niveau pour pouvoir faire 15 jours par-ci, 15 jours par-là avec eux? Ah ouais, en fait vraiment j'aimerais vraiment intégrer un groupe. Bon, néanmoins c'est pas facile, c'est pas facile oui et non, mais bon, déjà faut trouver le bon groupe. Et comme je m'entraîne entre guillemets à la méthode Ledlow avec Arthur, c'est difficile d'être dans un groupe déjà quand on n'a pas le même entraîneur. Et c'est difficile par la méthode d'entraînement, de travail, je veux dire. Et en fait, j'aimerais dans la mesure du possible, j'aimerais vraiment m'imprégner de Sam et d'Arthur qui ont une méthode à l'entraînement, ils sont rigoureux et sincèrement, ça a beau être en tout cas Arthur, parce que je le connais un peu plus que ça, mais un très bon copain. Pour moi, s'inspirer de ces gars, à l'heure actuelle, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas mieux. Et j'aimerais rapidement, venir m'entraîner avec eux. Après, on verra comment ça se dégoupille, on va dire. Au quotidien, là, tu t'entraînes plutôt seul, avec bien sûr les conseils d'Arthur. Qu'est-ce que ça t'apprend tout ça? Qu'est-ce que si tu regardais un petit peu en arrière, 1 an, 2 ans en arrière, qu'est-ce que tu pourrais en ressortir comme apprentissage, comme façon de s'entraîner, comme façon de progresser? Et la méthode que j'ai actuellement à l'entraînement? Ouais, disons, ces 4 dernières années de triathlon où tu as progressé au fur et à mesure du sprint jusqu'au triathlon Alpha Ironman. Si tu regardes un petit peu en arrière, comment est-ce que tu pourrais tirer des enseignements sur cette progression et sur ce que tu voudrais encore faire, sur tout ce qui reste encore à faire pour toi? Ah ouais. En fait, déjà, l'entraînement, j'ai démarré, on va dire, crescendo, comme beaucoup, en augmentant forcément le volume au fur et à mesure des années. Moi, ce que je vois, c'est que, oui, j'ai progressé, on va dire, doucement, mais du coup, sûrement. Et moi, ce que j'en retire, c'est que j'ai essayé de pas forcément me précipiter. Parfois, je pense que c'est peut-être la mentalité du triathlète. On se dit toujours, faut que j'en fasse toujours un peu plus, machin, etc. Toujours, je suis trop bien à l'entraînement, faut que j'en fasse un peu plus. Même il y a encore 3 ans, j'étais un peu comme ça. Et je pense que là, la leçon que j'en retire, c'est que y aller progressivement avec une bonne base forcément à l'entraînement et surtout la bonne méthode d'entraînement. C'est ce qu'il y a de primordial et de plus important. Donc je pense que moi je retiens le fait d'y aller tranquillement, d'appréhender ce nouveau sport qui pour moi ça fait seulement 4 ans, donc l'appréhender tranquillement, faire son petit bout de chemin et puis surtout s'amuser quoi. C'est ça, s'amuser de plus en plus à l'entraînement et se découvrir. C'était hyper important en 4 ans. Dans la liste des personnes qui t'accompagnent, j'ai pas entendu un kiné, un préparateur mental. Est-ce que c'est des spécialités vers lesquelles tu te tournes sporadiquement, au besoin, si blessure ou pas, ou pour l'instant tu gères un petit peu comme ça, sans aucun problème, sans blessure? Pour le moment, je touche du bois. J'ai jamais été blessé, donc tant mieux. Mais voilà. En préparation mentale, j'ai un copain qui a validé tous ses diplômes et là depuis peu je vais travailler avec lui. Voilà. Je pense que la prépa mentale on le néglige un petit peu alors que c'est sûrement l'un des piliers les plus importants dans le sport à haut niveau. Après tout ce qui est kiné, ostéopathe, j'ai pas à proprement dit mon kiné ou mon ostéo. J'ai un kiné, un ostéopathe à proximité de chez mes parents. Je vais chez lui et je le connais très bien parce qu'il m'a un peu suivi quand je nageais et j'ai pleinement confiance en ce qu'il fait
Et par exemple, je suis allé le voir mardi là pour débloquer un peu tout ça, on va dire. Mais sinon, j'ai pas d'équipe médicale à proprement dit en continu sur moi à 100%, quoi. Je voudrais qu'on revienne justement sur ta victoire au 70.3 de Tanger. Comment s'est passée ta course? Est-ce que c'était juste la course parfaite du début à la fin ou tu as connu quelques rebondissements? Ouais, sur Tanger, non, c'était franchement. Après, avec un peu de recul, oui, non, c'était pas la course parfaite, mais oui, par contre, elle me convient parce que j'ai gagné. Mais si on revient sur les disciplines, j'étais très content, enfin plutôt content de ma natation, plutôt content de mon vélo aussi. Même si je chantais, je sais pas pourquoi, en vélo, je me suis senti les jambes mais lourdes du début à la fin, mais bon, tant pis, c'est pas grave. L'avantage, c'est que du coup, oui, je suis sorti premier en natation de l'eau et j'ai gardé cette place avec de l'avance tout le long, même en vélo. Et le seul petit bémol, on va dire point négatif que je peux dire, c'est ma course à pied parce que j'ai vraiment passé des séances, des très bonnes séances. Et j'ai été vraiment très confiant de ma course à pied en arrivant à Tanger. Et au final, le jour de la course, je fais pas du tout la course à pied que je voulais. Alors c'est peut-être un peu ça qui me frustre, mais bon, je me dis que c'est que bon voilà, ça se travaille aussi, hein, c'est normal. Ce sera que justement un point amélioré pour cet hiver, mais avec un peu de recul, je reviendrai. Enfin, j'aimerais voilà cette course à pied, trouver les clés pour courir encore plus vite, quoi. C'est juste ça. Bon, en même temps, pour l'instant, tu as gagné, donc même si c'était pas la course à pied de tes rêves, c'était celle qu'il fallait, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, non, mais en vrai, j'ai pas à me plaindre. Je pense que, bah, voilà, tout le monde aurait voulu, du coup, être à ma place et je peux pas me plaindre. Je peux que savourer ces moments. Et puis, justement, c'est peut-être des moments comme ça où j'ai une légère amertume sur ma course à pied qui peut me donner encore plus envie de m'améliorer sur cette partie-là, quoi. Justement, comment est-ce que tu arrives à apprécier, à évaluer le fait que la course à pied n'était pas exactement celle que tu aurais voulu? Tu avais des sensations qui n'étaient pas au top, tu n'arrivais pas à avancer, tu n'arrivais pas à appuyer, alors pour le coup pas sur les pédales mais sur les baskets. Qu'est-ce qui fait justement que tu avais cette sensation un petit peu de regret, tu sais, ce goût amer de l'inachevé? Ouais, bah en fait, ça s'explique tout simplement à l'entraînement quand tu passes ouais, forcément c'est l'entraînement, mais quand tu passes des séances où tu cours à 3,35 au kill et que donc en course, tu vois, je voulais courir à 3,35 au kilomètre sur le semi-marathon et quand tu le passes à l'entraînement en faisant des séances spécifiques avec le cœur qui est très bas, enfin très bas, je m'entends hein, sur une allure semi-marathon, hein, mais bien plus bas que le jour de la course. Je me dis, mais punaise, comment pu faire ça à l'entraînement en étant super bien et puis là en étant vraiment très mal. Enfin très mal, vraiment moyen en tout cas en termes de sensations sur la course. Bah, c'est ça qui est un poil frustrant. Après, comment je l'explique, je pense que je suis revenu du vélo, bon, comme beaucoup d'athlètes, mais on était, je pense, beaucoup entamé parce qu'en fait, c'est un parcours qui était un peu barbare, si je puis dire ça, parce que on montait un col et puis bon, bah, on faisait un aller-retour bord de plage, on faisait demi-tour et puis on revenait, puis on remontait ce col du coup par l'autre versant, puis on redescendait à Tanger. Et je suis revenu sincèrement, ce que je disais à mon papa, j'avais les jambes lourdes à la fin du vélo, c'était une des premières fois que j'avais les jambes aussi lourdes. Donc bon, ça m'a pas spécialement inquiété après en posant le vélo, mais après quand je suis parti en course à pied, ça m'a un peu interpellé plus. Et je me suis dit, oula, j'ai fait 3 km dans mon allure cible et je me suis dit, non mais t'as le cœur qui est beaucoup trop haut pour faire en seulement 3 km quoi. Donc ouais, je pense que le vélo a eu un impact plus important que je le pensais du coup sur la course à pied. Et alors comment on gère ça? Alors évidemment, on l'aura compris, hein, t'as gagné, t'as un petit peu ajusté ton allure, t'as fait avec ce que t'avais, mais comment on le gère, notamment mentalement? Alors tu vas me dire que je reviens beaucoup sur le mental, mais je pense que c'est super important, surtout pour un jeune de 22 ans qui commence déjà à gagner pas mal de courses. J'aimerais comprendre justement comment est-ce qu'on évolue, comment est-ce qu'on débloque quelque chose. Tu vois, mentalement, c'était quand même pas facile en vrai que la course à pied, pour être très franche, parce que c'était la première fois que j'étais en tête. À part une fois, j'avais gagné un S, mais sur une course en tout cas du label Ironman. C'est la première fois que je pose le vélo en tête. Et là, en posant le vélo en tête, en voyant que j'avais les jambes lourdes, je me suis dit waouh, ça va, tu vas être chassé pendant tout le semi-marathon. Tu vas être la personne chassée. Et se sentir chassé,
c'est quand même pas facile à appréhender sur la course à pied. Et puis, bon, au bout d'un moment, tu fais un peu le vide et tu te dis, bon, t'es en tête, ok, c'est super bien, faut continuer ainsi. Et puis pas lâcher. Et puis, en fait, moi, personnellement, pour pas craquer mentalement, je me suis fixé des objectifs à chaque demi-tour. Tout bête, en fait, c'était un peu plus de... C'était 3 km et quelques, 3 km 700 dans un sens, 3 km 700 dans l'autre, à faire 3 fois sur 3 tours. Et en fait, je voyais ça tous les 3 km 700. Je me disais, bon, alors regarde la différence, essaye de voir en tout cas la différence qu'il y a de distance entre toi et le deuxième. Et puis je me dis, allez, là, il est là, bah faut que le prochain demi-tour, tu fais tu jauges à peu près et tu vois, tu te fixes un repère. Et puis à chaque fois, je me dis, bon, bah là, faut qu'il soit encore un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Et je me rattachais vraiment à ça déjà pour rester concentré, parce que je peux pas, entre guillemets, on peut pas laisser une fraction de seconde, entre guillemets, hein, mais où on n'est pas concentré malgré tout. Et je me rattachais vraiment à ça, toujours un objectif sur chaque 3 km 700. Là, il est là, et ben, le prochain 3 km 700, faut qu'il soit là, et un peu plus loin, et puis un peu plus loin. Et puis ce qui fait que mentalement, au final, tu lâches pas, et tu craques pas vraiment aussi, entre guillemets. Et dans le dernier 3 km 700, bah, tu te dis, bon, bah là, il est là, oui, bon, il est un peu plus loin, tu commences un petit peu à réaliser, mais tu restes un peu sur tes gardes. Et toujours en restant concentré, ben, au final, tu perds pas le nord. Et puis, en tout cas, moi, ça m'aide. Et je pense que à l'avenir, si je viens à gagner, je l'espère, des courses encore, je ferai comme ça encore, jusqu'à temps que, après, ce sera peut-être un autre déblocage mental là, aussi, donc à travailler. Donc ouais, je pense que je continuerai comme ça. Bon, du coup, la stratégie, enfin le double enseignement que je ressors de ça, c'est se fixer des objectifs sur la course. Alors, tu as eu la chance sur cette course-là, c'est vrai que c'est pas mal d'aller-retour. Donc, tous les 3 km 7, bah, tu checkes un peu ce que ça donne. Et puis, deux, c'est que être chassé, c'est pas le plus agréable. Donc limite, ferait presque que tu sois au contact du premier, que tu restes deuxième, vraiment très très proche, pour pouvoir aussi t'économiser. Puis le dernier demi-tour, les 3 derniers kilomètres 7 sur cette course-là, tu balances tout pour aller chercher la victoire, c'est ça, non ? Ouais, je sais pas. En fait, oui, si, ça peut être une bonne stratégie. Néanmoins, je pense que bah voilà, c'était la première fois que j'étais chassé comme ça. Malgré tout, je pense que j'ai beaucoup appris, parce que oui, j'ai que 22 ans, et comparé celui qui était derrière moi, il avait 30 ans, 20 et quelques années, un petit peu plus de 28 ans, je crois. Et ben lui, il a plus de recul. Et ben ouais, moi je pense que j'ai beaucoup appris, et au final après, se dire bon j'ai gagné comme ça, quoi. J'ai gagné en étant chassé, donc je peux le refaire. Et au final, j'ai presque été content d'être devant tout le long. Ça m'aurait frustré de finir deuxième, parce que j'aurais été devant tout le long et tu te dis bon punaise, j'ai perdu, quoi. Se sentir chassé, et du coup t'es perdu. Tu dis t'es perdu mentalement, et tu dis bon j'étais chassé, je fais deuxième, c'est comme ça. Et là, d'être allé au bout, c'est quand même c'est sympa, c'est bien. Je pense que je préfère quand même faire comme j'ai fait. Toute humilité, bien sûr. Ouais, et puis c'est vrai que t'as un risque quand même, hein. Quand tu te dis je vais me mettre en deuxième position et puis je vais chasser le premier et je vais rester au contact, t'as quand même un risque que finalement après t'arrives pas à relancer. Ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup de tox aussi. Ouais, c'est sûr. La preuve, tu l'as vécu, sauf que toi t'as pas craqué, mais ça aurait pu. Ouais. Et pour la petite anecdote là, c'est une petite anecdote, hein, sur le dernier 7 km, donc quand je pars pour le dernier tour, et ben forcément je croise le deuxième, et je me suis dit peut-être je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça, et ben je me suis dit mets une posture bien droite en course à pied, accélère un peu l'allure, et puis j'ai accéléré, je me suis mis à courir comme si j'étais au début, et puis dès qu'on s'était croisé, plus rien, je me mettais à l'allure d'avant. Et je me suis peut-être un latox, parfois ça peut jouer, des choses comme ça, mais voilà, quoi. Ouais, écoute, je pense que toutes les stratégies sont bonnes, hein. Je pense que dans les sportifs de haut niveau, ceux qui remportent les compétitions, il y a quand même aussi pas mal d'intox, parce que comme tu le dis, hein, c'est dur d'être chassé, donc le deuxième va jouer un peu l'intox pour mettre la pression sur le premier, mais t'as aussi le premier qui donne tout ce qu'il a, déjà parce qu'il est devant et parce qu'il veut y rester, mais aussi parce que ça tape un peu sur le moral à ceux qui sont derrière. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr.
Après, bon, fallait pas qu'il se retourne, fallait pas qu'il regarde derrière lui 50 mètres plus loin, quoi. Sinon, il aurait vite vu que c'était de l'intox. Hein. Ouais, parce que finalement, je regardais les résultats, vous avez. Enfin, t'as gagné avec quoi, 1 minute d'avance? Ouais, 1 minute 30 d'avance? Ouais, ouais, oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Bon, c'était. Bon, déjà, j'ai perdu. Bon, c'est pas pour trouver d'excuses. Hein. Ça fait un résultat, enfin, un chrono serré entre nous deux, forcément. 1 minute 30, c'est très peu sur 4 heures de course. Mais quand j'y réfléchis, c'est vrai qu'on en parlait encore ce matin avec mes parents. On disait, mais comment tu peux perdre 2 minutes en tout sur les 2 transitions, quoi. Et je me dis, punaise, ouais, j'ai quand même perdu 2 minutes. Alors là, j'ai eu de la chance, c'était de mon côté, au final. Mais c'est au championnat du monde, par exemple, cette année, à Lati, sur le championnat du monde 70.3, je perds le podium sur 2 transitions. Et enfin, je perds plus d'1 minute. Non, je perds bien plus. Je suis à 1 minute 20 de la deuxième place. Et si on m'enlève, si je fais juste des transitions correctes comme tous les triathlètes, ben au final, je fais deuxième, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est tout bête, mais peu de temps sur le temps final, ça peut même se résumer sur, tu prends 2 minutes sur des transitions, quoi. Donc c'est dingue maintenant. Ouais, c'est ce que je voyais, hein, parce que finalement vous avez des temps assez similaires sur le vélo et sur la course à pied. Bon, toi tu lui as mis 5 minutes sur la natation, et finalement c'est sur les transitions qu'il a été plus rapide que toi. Ouais, sur les transitions beaucoup plus rapides. Après, je crois que si je regarde, je cours légèrement plus vite. Mais par exemple, en vélo, j'étais légèrement plus vite tout le long. Pas grand chose, hein, mais voilà, un peu plus vite tout le long. Et dans la dernière descente, alors je sais pas si c'est les routes marocaines qui sont comme ça, mais j'avais vu que dans la dernière descente, c'était hyper dangereux, quoi. J'avais dit à mes parents avant le départ, ouais, je crois que je suis prêt à lâcher du temps là pour pas tomber, tellement c'était vraiment, mais vraiment c'était dangereux, des dodanes à 60 dans des descentes, waouh, c'était fou. Et je crois que j'ai perdu un peu trop de temps sur cette descente de 5 km, j'ai dû perdre 1 minute, c'était fou, mais c'était vraiment dangereux. Et pourquoi avoir choisi l'Ironman 73 de Tanger? Pourquoi avoir été jusque-là et pas avoir opté pour une course qui soit plus proche? Parce que en vrai, on y avait réfléchi post-championnat du monde. Alors je savais qu'il y avait Vieux-Boucau une semaine avant. Et pour être franche, il y avait une start list de dingue, vraiment digne d'un championnat d'Europe. Et j'avais dit, punaise, ouais, si je fais cette course, je vais faire une course à mon niveau, mais impossible de gagner, impossible de faire une course à mon âge, c'est impossible. Et j'aurais peut-être fait un top 20 probablement, ou top 15, j'en sais trop rien. Mais voilà, bon, on avait vu Tanger une semaine après. Et on s'était dit pourquoi pas se faire un dernier voyage aussi avec mes parents. Pourquoi pas se faire un dernier voyage fin de saison dans un lieu qu'on n'avait jamais fait, tout simplement, le Maroc aussi. Pas si loin, pas si onéreux, entre guillemets, entre grosses guillemets quand même, hein, mais voilà. Et du coup, Tanger, on s'est rebattu sur Tanger comme ça, parce que ça faisait un dernier voyage. J'avais vraiment envie de faire une bonne course aussi là-bas. Et ça s'est conclu sur Tanger, tout naturellement comme ça. Bon bah écoute, en tout cas, bon choix, félicitations. T'as déjà ton planning pour l'année prochaine? Tu sais déjà sur quelle course tu vas t'aligner? Non, j'ai encore pas. Je sais pas trop encore sur quelle course. Alors je regarde plus ou moins là. En fait, faut que je fasse ma demande en tant que triathlète professionnel, en fait, la licence pro. Et je crois faut la faire en décembre. Et donc après, si elle est acceptée ou pas, là, faut vraiment que je regarde du coup les triathlètes ouverts, les triathlons ouverts aux pros, parce que c'est pas ouvert à tout le monde, pas ouvert à tous les pros, pas toutes les courses du label Ironman. Donc il faut bien fouiner. Après, je sais déjà, en tout cas, je serai triathlon de Royan l'année prochaine en septembre. Des courses françaises, j'ai déjà quelques idées. Après, sur les courses Ironman ou Challenge, j'ai pas encore. J'attends vraiment que la licence pro soit acceptée avant de réellement me pencher dessus. Et justement, par rapport à ça, avec Arthur, comment est-ce que tu planifies ta saison? Est-ce que c'est toi qui lui donnes tes desiderata? Est-ce que vous vous mettez autour d'une table, qu'elle soit en physique ou en virtuel, et puis vous réfléchissez tous les deux? Il va te donner des insights en disant, écoute, vu ton niveau, ce serait peut-être bien que tu ailles te tester sur telle ou telle course en début de saison, puis après que tu t'amuses là-dessus, et puis que tu te mettes un objectif sur celle-ci, ou c'est vraiment toi qui donnes tes desiderata? Ouais, avant tout, je pense que c'est moi qui vais poser entre guillemets les bases sur la saison 2024.
mais il va me guider, il est tellement de bons conseils. Et puis humainement, c'est déjà une super personne. Mais après, si on parle vraiment sur le planning des courses, je pense que j'aimerais vraiment me confronter à lui, par exemple, à Arthur, ou Sam, ou d'autres athlètes. Donc je vais forcément regarder les start lists où sont les meilleurs, et puis ou les meilleurs, en tout cas les très bons triathlètes européens et mondiaux, et essayer d'y aller. Après, ouais, je vais quand même faire en fonction de mes envies. Je vais pas me forcer, par exemple, à me dire je vais faire cette course en Espagne parce qu'il y a un niveau de fou et j'ai envie de me confronter à eux. Non, si j'ai pas envie d'y aller, je vais pas y aller. Je vais vraiment faire en fonction de mes envies aussi. Mais il va me guider, forcément. Forcément. Il y a un élément qu'on n'a pas forcément abordé, c'est la partie nutrition, alimentation. Comment est-ce que tu gères ça au quotidien et pendant une course ? Au quotidien, je suis pas. À une période, j'étais très 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 restrictif sur mon alimentation au quotidien. Je pense que ça m'a joué des tours. Et là, je suis plus, comment on pourrait dire, flexitarien, si je peux dire ça. Non, j'ai la nutrition. Franchement, ça a une place importante parce que, en tout cas, moi, de mon avis personnel, ça joue vraiment sur la performance. Donc, dans mon quotidien, j'y prête vraiment de l'importance. Beaucoup d'importance même. Après, voilà, c'est un choix personnel. Et du coup, l'alimentation pendant les courses, on le voit, par exemple, c'est tout bête, mais avec les Norvégiens qui mangent énormément de glucides par heure sur les courses, forcément, ça donne des idées. Et autant, il y a 2 ans, je m'en moquais un peu. Je veux dire, je partais sur un 73, je prenais des gels sur le vélo, je mettais des bidons, je mettais de la boisson énergétique, mais je voyais pas le grammage que je mettais. Enfin, j'apportais pas d'importance au grammage. Et pareil en course à pied, je prenais 2 ou 3 gels, quoi. Je me disais, tous les 6-7 km, t'en prends un. Sauf que parfois, tu finis en vrac à la fin de la course et tu dis, c'est vrai que parfois, je peux être un petit peu plus intransigeant envers moi-même là-dessus. Et là, maintenant, ouais, j'essaie vraiment de passer des caps sur la nutrition pendant les courses. Du coup, pendant ça se travaille à l'entraînement. Et j'essaie de passer des caps là-dessus. En tout cas, j'ai fait vraiment attention. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, on va dire. Et comment tu travailles là-dessus, justement ? Comment est-ce que tu essayes de passer des caps ? Comment est-ce que tu essayes d'apprendre ? Comment est-ce que tu... peut-être t'apprends tes erreurs ? Ouais, j'apprends mes erreurs. Ça met... Une fois, pour te dire, j'arrive chez Arthur, chez Sam, du coup. Quand je vais m'entraîner là-bas dans les Pyrénées, premier entraînement, je rentre, mais je suis en vrac. Et puis Arthur me dit, t'as bien pris... C'était pas Arthur qui m'entraînait encore à cette période-là, en mars, mais il me dit, tu prends ci, ça. Je regarde ce que j'ai dans mes gels, et puis... malgré tout, avant, je les payais mes gels, donc du coup, forcément, je prends un peu dans la pente basse du grammage parce qu'il m'en fallait pour les 2 semaines. Et en fait, je suis rentré complètement en vrac, mais complètement en vrac. J'étais obligé de m'arrêter au Spar et acheter 3 sneakers parce que j'étais complètement cuit et il restait 10 km. Et je me suis dit, non, je peux pas. Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé plus d'une fois, mais en tout cas, ça m'est arrivé cette fois-là. Je veux pas que ça m'arrive, quoi, comme ça m'est déjà arrivé aussi en course. Et on sait tous qu'un coup de pas bien parce qu'on manque de sucre, on se dit non, plus jamais, faut pas que ça arrive. C'est tellement une sensation désagréable que automatiquement on apprend de ses erreurs là-dessus, en tout cas, c'est sûr. C'est obligatoire. Comment est-ce que tu ajustes tout ça ? Parce que, ok, tu apprends de tes erreurs, mais est-ce que tu vas augmenter au fur et à mesure le grammage pour voir si ça passe, quels sont les effets, et puis si ça t'apporte rien, revenir au grammage précédent ? Ou est-ce que tu essaies d'être accompagné ? Est-ce que tu vas chercher des bons conseils aussi chez d'autres triathlètes qui sont un peu plus expérimentés ? Ouais, je demande beaucoup. Arthur pourra te dire, je pose selon moi, beaucoup de questions. Que ce soit lui, à Sam, à Romain Guillaume aussi, que je vois très fréquemment. Et en fait, alors eux, il y a 2 idées différentes. Romain était pas forcément dans le manger, ingurgiter, on va dire, beaucoup de glucides, même s'il y est venu maintenant. Alors qu'Arthur et Sam, par exemple, eux, faut tout ce qui est possible d'assimiler en fonction, bien sûr, de ce que le corps accepte. Et eux, ils y vont, faut y aller. Et comme ça, par exemple, c'est tout bête, mais après une bonne séance, tu tapes pas dans une fatigue extrême parce que tu t'es bien nourri et t'as juste à prendre ta boisson de récup et puis ça repart naturellement sans coup de pas bien dans la semaine. Et donc du coup, je m'aide beaucoup de ce que me dit ça Arthur ou bien ça, mais ce que me dit Romain. Et puis j'essaie d'ajuster pour moi-même, mais je pense que s'aider les autres c'est bien, mais se connaître,
c'est ce qu'il y a de mieux. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que peut-être que Arthur il peut ingurgiter, je crois qu'il est peut-être, on va dire 130 grammes de glucides par heure, mais moi physiquement je peux peut-être pas, peut-être que 90. Donc franchement je suis parti de 60 et puis je monte tout le temps dans des séances clés ou voire même dans des séances d'endurance jusqu'à quand je peux, combien en tout cas je peux ingurgiter de glucides par heure. Bon, parfois je vois que ça sert à rien de monter bien haut et parfois ça me sauve, on va dire. Bon, en tout cas, à Tanger, ça avait l'air d'avoir bien fonctionné. C'est clair. Maxence, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Tu l'auras compris, je t'ai posé plein de questions, déjà pour en apprendre plus sur toi et puis aussi pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent aller glaner quelques informations, comme toi tu le fais auprès de ce cercle de mentors que tu as créé autour de toi. Du coup, à ton avis, quel est le meilleur moyen pour devenir triathlète ? Le meilleur moyen pour devenir triathlète Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il y a plusieurs déjà bons moyens de devenir triathlète. Tout simplement, le triathlon, c'est un sport de passion. Enfin, c'est uniquement de la passion, les copains, etc. Après, ça demande aussi beaucoup de rigueur. Mais avant tout, c'est beaucoup d'amusement. Moi, je pense que devenir triathlète, ça passe par l'amusement. S'amuser au quotidien, comme dans tout sport, mais s'amuser, aller à l'entraînement et se faire plaisir. Le plaisir aussi, c'est hyper important. Mais toujours trouver par exemple, c'est tout bête, mais dans une séance, trouver le ludique. Même s'il y a rien, parfois il y a des séances où il y a rien de ludique, quoi. C'est juste, tu sais que tu vas rentrer en vrac et puis voilà, c'est pas très ludique, faut se faire l'idée à l'idée. Mais faut se trouver quelque chose de rigolo, de ludique, faire une séance à deux et puis se lâcher faire des blagues comme on peut le faire parfois avec Romain. Et ça aide beaucoup à se construire en tant que triathlète. Donc je pense que trouver l'aspect ludique, c'est plus important pour devenir triathlète. Écoute, merci beaucoup Maxence. Dernière question, où est-ce qu'on te retrouve si on veut te suivre, si on veut t'encourager et puis si on veut te poser des questions ? On peut me retrouver sur mon compte Instagram, Maxence May Triathlon. Sur ma page Facebook aussi, Maxence May Triathlon, c'est la même. Et puis je suis ouvert à toute question. Si je peux aider les gens, je le fais bien évidemment. Si ces personnes-là peuvent m'aider, je prends aussi. Et puis voilà, on peut me retrouver là. Et puis faut pas hésiter en tout cas à me contacter. C'est avec grand plaisir que je réponds. Super. Écoute, merci beaucoup Maxence. On te souhaite une bonne récupération, même si maintenant la récupération de Tanger, elle est actée, mais une bonne préparation de la saison, enfin de la partie hivernale de la saison, et puis évidemment un bon début de saison 2024. Ouais, c'est super gentil. Merci à toi de m'avoir donné la parole dans ton podcast. C'est vraiment top. C'est très bien et malheureusement, on a peu l'occasion de le faire, donc faut en profiter quand on peut. Et merci pour tes questions qui étaient toutes très bien et très pertinente. Ça fait plaisir d'apprendre à des questions comme ça. Écoute, je te remercie. J'espère en tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, que vous aurez apprécié cet épisode autant que Maxence a apprécié être derrière le micro. N'hésitez pas à nous faire un petit retour, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail. Vous avez toutes les infos sur le site devenirtriathlète.com. Voilà, Maxence, encore une fois, une très bonne journée. Et puis nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.